Oui. Mais le principal problème, c'est Israël et restera Israël, qui voudrait reprendre le Sinaï, qui voudrait s'étendre, qui voudrait expulser les Palestiniens. Ils veulent utiliser n'importe quelle opportunité de les expulser vers la Jordanie et avoir toute la Palestine à eux. Et peut-être le Sinaï éventuellement. Or, il faudrait qu'on cesse de nous battre entre nous, qu'on essaye d'éradiquer tous ces... Ce ne sont pas des groupuscules. Daesh, c'est plusieurs dizaines de milliers de... Ça a commencé par 100 des 000, à peu groupuscules, près mais 100 qui 000 personnes. s'étalent actuellement. Ils sont à peu près 100 000 maintenant, Daesh. Jabhat al-Nusra, c'est peut-être 30 000. Ce n'est pas des groupuscules, c'est des armées. Et l'armée de Daesh est plus puissante que l'armée irakienne. L'armée irakienne s'est enfuie. Il y avait 20 000 soldats irakiens à Mossoul. Les attaquants de Daesh étaient entre 800 et 1000. Et les autres se sont tous enfuis, laissant les armes, les tanks, les chars, tout. Oui. L'Égypte actuellement, comme on l'a mentionné... Et les puits de pétrole également. Oui, ils ont pris quelques puits de pétrole, oui. Bah oui. L'Égypte est en lutte ou en guerre contre le terrorisme, c'est ce qu'a annoncé le président Abdel Fattah el-Sisi. À travers cette visite au Koweït, à travers l'accueil chaleureux de l'émir de Koweït et les pourparlers réussis selon les deux côtés, est-ce que ça peut nous donner des indices concernant cette situation, cette vision arabe qui appuie l'Égypte actuellement à lutter contre le terrorisme qui se trouve au Sinaï et également sur les frontières avec la Libye? Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'était le but principal. Enfin, il y avait deux buts. Le but, c'est le terrorisme, la lutte antiterroriste et l'économie. Bon, l'économie, on en a parlé déjà avant moi. Sur le plan terroriste, le Koweït est malheureusement un des principaux pays, enfin, ce n'est pas le gouvernement koweïtien lui-même qui finance, mais c'est les richards, des hommes très riches au Koweït, dont un cheikh qui s'appelle le cheikh Khaled al-Ansimi, qui sont des principaux financiers à travers des organisations non gouvernementales, soi-disant humanitaires, mais c'est plusieurs hommes d'affaires très riches qui financent les groupes terroristes en Syrie, en Irak et en Libye, au Soudan et ailleurs, et en Afrique du Nord, au Mali même. Et il faudrait que le gouvernement koweïtien puisse arrêter le financement qui arrive à travers ces gens-là. Le problème du Koweït n'est pas le même que les Émirats ou l'Arabie Saoudite, qui sont des pays centralisés où le gouvernement décide de tout. Au Koweït, les islamistes sont au Parlement. Et ils sont importants sur le plan numérique. Ils ont le droit d'avoir des partis. Ils sont au Parlement. Ils sont un tiers du Parlement. Ce sont des islamistes et les gens très très riches qui financent Jabhat al-Nusra, Jaish al-Islam, tous les autres, tous ces groupes Ansar al-Sunna et Ansar al-Sharia, tous ces gens-là. Il faudrait que l'Égypte, probablement, enfin le président égyptien a certainement parlé à l'émir du Koweït en lui demandant d'appliquer une certaine autorité pour empêcher le financement de ces groupes terroristes. Parce que nous recevons au Sinaï maintenant des gens qui viennent de Syrie et d'Irak. Une bonne partie des gens qui se font tuer actuellement ne sont pas des gens du Sinaï. C'est des gens qui sont arrivés soit par la Libye, soit à travers pas Taba, mais l'autre, Nueba, qui part par la Jordanie. Ce sont des gens qui sont aguerris, qui ont des armes et qui ont de l'argent et qui maintenant veulent se répandre dans le delta et dans la vallée du Nil. Il faut absolument arrêter ça. Il faut arrêter le financement. Bon, pour l'instant, ils ont le financement, ils n'ont même plus besoin de l'argent koweïtien ou des puits de pétrole et qu'il y a des pays véreux qui achètent leur pétrole. La Grèce l'achète, l'Italie l'achète, clandestinement bien sûr, à des prix très bas, mais ils ont de l'argent. Bien sûr. Si on revient encore une fois à ce danger qui se trouve actuellement territoire européen à travers par exemple un attentat qu'on a vu aujourd'hui à Paris contre les locaux de Charlie Hebdo. Également, vous avez parlé des revenants de la guerre de la Syrie ou de l'Irak et que ce soit des ressortissants d'origine arabe. Mais il y a également, oui, il y a d'autres de souches tout à fait européennes. Et qui sont les pires. Oui, qui luttent avec ces terroristes et qui sont convaincus par leurs idées. Selon vous, comment sera le scénario de l'avenir de ces pays ou de l'Occident afin de lutter contre ce terrorisme qui se trouve là sur leur terrain? Est-ce que c'est expatrier uniquement ces terroristes vers la région arabe, encore une fois, ou cette fois-ci
peut-être le scénario sera différent. Ils vont contribuer à la lutte totale contre ce genre de terrorisme fanatique. Non, ils vont certainement maintenant, ils vont se réveiller. Malheureusement, c'est tous les... Il y a 5 millions de musulmans en France, 5 millions. Mais ils ne sont pas tous des terroristes. Quelques centaines. Oui. Je pense, disons, 3-4 000 à tout. Oui, mais malheureusement, tous les musulmans vont souffrir de l'islamophobie, du fait que notre religion a été dénigrée et elle va devenir maintenant, si vous voulez, on va être détestés, on va être accusés tous d'être, par amalgame, des soutiens au terrorisme. C'est ça qui est malheureux. C'est que ces gens-là sont en train de noircir, ils ont noirci, pas en train, ils ont noirci le nom de l'islam dans le monde, en décapitant les gens en Irak et maintenant en tuant des journalistes. Enfin, c'est ce qu'il y a de pire. Surtout, bon, il y a un mouvement islamophobe qui devient de plus en plus puissant, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, ou en France, ou en Italie, ou même en Suède. Malheureusement, maintenant, ça va devenir beaucoup plus important. Vous allez avoir l'extrême droite, comme Marine Le Pen, qui va gagner des centaines de milliers de voix avec ce qui s'est passé aujourd'hui, et qui risque de gagner les élections. Ça serait une tragédie d'avoir l'extrême droite fasciste, néo-nazie, au pouvoir dans les pays d'Europe. Ce que ces énergumènes, ces criminels, ces jeunes criminels qui reviennent de Syrie, ou qui peut-être ne sont jamais partis, mais qui sont souvent des convertis, et les convertis sont les pires. Eux, ils croient vraiment. Alors que les autres, ceux qui sont les deuxième, troisième génération d'Algériens, de Tunisiens ou de Sénégalais, eux, c'est une question qu'ils ont été marginalisés, on ne leur donne pas de travail, on voit un nom arabe, vous ne trouvez pas de travail. Donc c'est une rancune. Mais chez les Européens, ceux qui sont les Anglais, les Allemands, les Norvégiens, enfin tous ceux qui sont des convertis, c'est des durs, c'est les pires. Parce qu'eux, ils y croient vraiment. Ils croient vraiment qu'ils iront au paradis, qu'ils auront les 70 vierges ou les autres balivernes qu'on leur fait croire. Alors là, j'aurais une dernière question concernant ce discours religieux. Pourquoi, selon vous, le discours religieux modéré qui explique vraiment l'image correcte de l'islam ne trouve pas vraiment d'adeptes, si vous voulez, à travers le monde, tandis que ces idées fanatiques, extrémistes, vraiment captent l'attention non seulement des jeunes musulmans quelquefois, mais comme vous venez de le mentionner, des convertis. Pourquoi? Oui, bon, les convertis, c'est souvent des gens qui ont des problèmes personnels, psychologiques, vous savez. Ils ne sont pas attirés par l'image correcte de l'islam, mais par cette image cruelle créée par des fanatiques. Ils trouvent une famille, si vous voulez. Ils trouvent une famille dans l'endroit où ils vont à la mosquée, tout le monde les prend, on les invite à droite et à gauche, etc. Ils retrouvent, c'est comme autrefois au Parti communiste. Le Parti communiste était une famille. Quand vous étiez un membre du parti, c'est fini. Vous viviez dans un vase clos, on s'occupait de vous. Alors, tous ces marginaux qui deviennent des musulmans, tout d'un coup deviennent musulmans parce qu'ils ont vu la lumière, soi-disant, c'est pour la plupart du temps des gens qui ont des problèmes psychologiques, ou bien qui étaient en prison, parce que dans les prisons françaises ou anglaises ou allemandes, vous avez une grande population de musulmans qui sont arrêtés pour des raisons de vol ou de crime. Mais il y a aussi les Européens. Or, vous avez les prédicateurs qui ont été formés en Arabie Saoudite principalement, qui maintenant vont dans toutes ces prisons, qui sont les imams. Les imams, on les appelle les aumôniers, et qui lavent le cerveau des prisonniers musulmans principalement, mais aussi les autres prisonniers. Et vous avez une bonne partie de ces convertis qui sortent des prisons, qui sont des anciens criminels. Oui, à un appel, non seulement, par exemple, à Al-Azhar ou à nos instituts musulmans, mais à tout le monde, partout, tous les pays, à vraiment encourager les ulémas ou les imams modérés à expliquer l'image correcte de l'islam. Vous avez eu notre président qui vient il y a 2 jours ou 3 jours, et a fait un très important discours. C'est un discours très important. Malheureusement, l'Azhar, ils ont applaudi. Mais ce sont des hypocrites. La grande majorité des gens du Azhar sont des frères musulmans. Vous savez que les frères musulmans, pendant l'année où ils étaient là, ils ont nommé 6330 nouveaux fonctionnaires et assistants à l'université de Azhar. Oui, mais l'institut de l'Azhar est en train d'être purifié de quelques éléments radicaux. Il n'est pas en train d'être purifié, malheureusement pas. Le numéro 2 du Azhar, qui s'appelle le Cheikh Abbas Shouman, était un important frère musulman. C'est le numéro 2. C'est Wakil al-Azhar. Le représentant le Cheikh Abdelaziz, comment il s'appelle, Naggar,
qui s'occupe de la procédure, un autre homme très important, il s'occupe de répandre le message islamique. C'est un important membre des frères musulmans. On ne les a pas touchés, ces gens-là. Et quand on a demandé au cheikh Taïb de s'en occuper, il dit non, mais ils font du très bon travail, etc. Ils sont très gentils. Bon, voilà. Alors, vous avez la majorité des imams, malheureusement, dans l'institution du Azhar, qui sont soit des frères musulmans, soit les acolytes des frères musulmans. Et une bonne partie ont été nommés pendant l'année où ils étaient au pouvoir. Oui. Vous avez aussi toute une génération des gens qui sont au Azhar aujourd'hui, qui ont été entraînés dans des écoles du Azhar et à l'université du Azhar, par des frères musulmans. On va parler de ce sujet, je vous promis, au cours d'autres épisodes de direct. Malheureusement, on arrive actuellement à la fin de cette édition, à la fin de l'édition. Je vous remercie infiniment, Dr Saïd Zulfouqar, analyste politique, et chers téléspectateurs. C'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Merci et au revoir.